Bonjour à tout le monde. Nous sommes ensemble pour 1 heure. C'est beaucoup et puis c'est pas beaucoup aussi par rapport à ce que j'ai à vous dire. Je serai peut-être amenée à faire certains raccourcis, mais à la fin de la présentation, vous pourrez me poser des questions. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, ça va? Alors, je me présente. Mon nom, c'est Marie-Claude Maisonneuve. Et si je peux dire, à l'origine de ma vie professionnelle, je suis infirmière. Et j'ai été amenée à faire une formation à Londres d'enseignante de technique Alexander. Je pense que pas mal de personnes connaissaient la technique Alexander. C'est une technique très complémentaire de la méthode Bates, où on apprend, avec le toucher d'un enseignant, à rééquilibrer son corps. En fait, quand j'ai bénéficié de la technique Alexander en 85 à Londres, j'étais très malade. Et cette méthode m'a complètement remise sur pied. Alors imaginez, j'ai voulu être enseignante, parce que je me suis dit, c'est génial, quoi. Je suis revenue en 90 en France, et là, j'ai enseigné cette méthode à des adultes. Mais je me suis posé beaucoup de questions par rapport aux enfants, dont les parents souhaitaient un rééquilibrage, vu les postures torrides qu'ils avaient quand ils étaient à l'école, en fait, et quand ils écrivaient, quand ils s'asseyaient, etc. Et là, je vais vous montrer quelques-unes des postures que vous connaissez sûrement. On peut y aller, Philippe? Voilà, ça, encore. On passe vite parce qu'on va les retrouver après, Ça vous parle aussi. Dans le métro, on voit beaucoup de gens comme ça. Voilà, ça aussi. Voilà. Ça. Voilà, ça. Assis sur la chaise. Voilà. Donc, vous devez... Stop. Voilà, vous pouvez éteindre. Voilà, merci. Bravo pour les dessins. C'est bien. Oui, non, mais ils sont tirés de mon livre. Alors... Le rééquilibrage que je pouvais offrir en leçon ne durait pas. Et j'ai eu l'intuition que sous ces postures, il y avait un manque de maturité du système nerveux. Mais quel manque! Et tous ces enfants qui venaient me voir avaient des soucis de fonctionnement visuel. Vous savez, ils étaient complètement avec un œil sur leur cahier, ou bien ils regardaient très près, ou ils étaient très loin, voilà. C'était tous des enfants très intelligents, mais qui étaient en échec dès le CP, en fait. C'est en Angleterre que j'ai trouvé la réponse à mes questions. À Chester, très exactement. Un psychologue anglais, Peter Blyth, avait fait des recherches sur cette question. Et il s'était rendu compte que la plupart du temps, sous ces postures, il y avait une persistance de réflexes primitifs de la prime enfance. Je vais vous en dire un mot justement sur ces réflexes primitifs. Et en fait, on pouvait, et ce qui était génial, c'est qu'il avait établi tout un protocole pour déceler ces réflexes immatures, mais même chez un adulte. Et en fait, à partir de là, on pouvait les déceler et expliquer plein de problèmes scolaires. Et la meilleure preuve, voilà. Et après, je vais vous dire comment on les traitait. Ce qui n'est pas discutable pour moi aujourd'hui, et que maintenant, avec mon âge, je souhaite répandre, c'est que la maturité du fonctionnement visuel se construit petit à petit, avec le développement et la transformation des réflexes primitifs, eux-mêmes bornes signalétiques des étapes du développement du bébé. On peut dire que la maturité du système visuel dépend d'une autre maturité, celle du système nerveux central. Je vais vous dire quelques mots sur les réflexes primitifs. Vous les connaissez? Les réflexes primitifs, ce sont les mouvements instinctifs du nouveau-né.
Je vais vous en citer un, par exemple le réflexe de succion. Un bébé naît avec un réflexe de succion très important pour pouvoir se nourrir. Et ces réflexes-là, ils commencent à se développer tôt in utero. Ils ont un ordre, en fait, de développement, tôt in utero. Et ils ont des fonctions bien précises dans le développement sensoriel et moteur de l'enfant. Par exemple, alors, j'essaie d'être assez concise. Après, vous pourrez me poser des questions. Ils sont activés par la partie du cerveau en activité chez le nouveau-né. C'est le cerveau ancien, cerveau reptilien, à la base du crâne. Un bébé, il n'a pas son cortex fonctionnel. Il ne peut pas réfléchir, il est instinctif. Et pour réagir en fait à tous les stimuli de l'environnement, il a ces mouvements en fait, qui vont l'aider à se nourrir, à se défendre, à fonctionner aussi, à faire grandir sa fonction visuelle, etc. Mais ces réflexes primitifs ont vocation à se développer et à disparaître, absolument. Ils devraient presque avoir tous disparu à la fin de la première année de vie. Pour laisser place à des réflexes plus fluides, plus matures, pour laisser place à un fonctionnement corporel en relation avec les fonctions corticales, en relation avec le système nerveux central, et pas le système nerveux primitif. Mais chez certains enfants, ils ne disparaissent pas complètement. Ils restent plus ou moins présents. Et leur persistance est presque toujours à l'origine des troubles du développement et signe une immaturité sensorielle et motrice. Et on retrouve tout ça au niveau sensoriel et moteur, au niveau des apprentissages. Ça commence des fois dès la maternelle, mais on peut dire qu'en CP, là, vraiment, on voit un enfant qui n'arrive pas à lire, il devrait apprendre. Enfin, un enfant normal qui n'arrive pas à lire, il y a un problème avec les yeux, parce qu'on va voir les conséquences de la rémanence de ces réflexes sur tous les systèmes sensoriels, enfin, particulièrement sur les systèmes visuels. Alors, ils apparaissent, c'est ça qui est très important que je vous dise aussi, parce qu'ils apparaissent dans un ordre très précis, et ils se développent durant toute la vie intra-utérine, un plein développement à la naissance. D'ailleurs, ils aident le bébé à naître. On va voir certains des réflexes que je vais vous montrer, là, aident le bébé à naître. Et ce n'est que quand, en fait, l'un est complètement développé, qui dit, bon, je passe la place à l'autre parce que j'ai fait tout mon travail. En fait, c'est une question de nature. La nature est bien faite. On ne peut pas faire l'économie d'une étape ou d'une autre. Alors, cette rémanence, l'enfant, on va dire comme ça, l'enfant reste retenu à certaines étapes de son développement neurophysiologique, bien qu'il soit très intelligent, et même super intelligent, souvent, et parfaitement normal. Et les parents disent, pour tout vous résumer, au niveau comportemental, j'ai l'impression d'avoir un petit dans un grand. Alors, on va voir, pendant cette présentation, on va voir 4 réflexes. Ce sont des réflexes extrêmement importants pour le développement du fonctionnement visuel. On va donc les voir et je vais un peu vous les expliquer. On ira plus profondément avec des tests pendant l'atelier. Et aussi, on va voir les conséquences en fait au niveau scolaire, au niveau visuel. J'insiste particulièrement sur le niveau visuel puisque c'est un congrès sur la vision, mais on peut vraiment dire, si vous voulez, que les conséquences des réflexes primitifs, elles sont bien sûr au niveau moteur parce qu'il y a beaucoup de tension tonique. Il y a des problèmes de motricité fine. De gros problèmes. L'enfant, il n'arrive pas à faire ses lacets, il n'arrive pas à boutonner, il n'arrive pas à écrire. Les problèmes de motricité fine. Il y a des problèmes aussi
comportementaux aussi, parce qu'il reste instinctif, hein, il reste sur un programme, en fait, on va dire, de comportement de survie, en fait, parce que ce sont des réflexes de survie, des réflexes primitifs, hein, instinctifs. Et émotionnellement, il est extrêmement perturbé, parce que l'équilibre émotionnel n'a pas pu se construire, souvent aussi, hein, particulièrement avec le réflexe de Moreau qu'on va voir. Et s'il y a un signe, si vous voulez, qui signale vraiment aussi la présence de réflexes de survie, réflexes primitifs, c'est le fonctionnement visuel et les yeux qui n'ont pas de maturité, avec toutes sortes de conséquences pour la convergence, pour la divergence, pour la stabilité visuelle, pour l'accommodation, pour tout ce qu'on peut voir. En fait, finalement, je me dis des fois, moi personnellement, enfin, puis les personnes que je forme, les praticiennes et les praticiens, rééduquent le système visuel, mais à travers la reprise en fait, de ces mouvements archaïques et qui vont terminer leur travail et qui vont permettre aux yeux finalement de se situer et de fonctionner correctement en fait. Hein, et je vois des enfants venir avec des strabismes énormes et puis qui repartent avec les yeux droits. Voilà, j'étais la première surprise quand j'ai utilisé tous ces mouvements. Voilà. Alors, je vais vous présenter le réflexe de Moreau, le réflexe tonique du labyrinthe, le réflexe tonique asymétrique du cou et le réflexe tonique symétrique du cou. Ce sont les plus significatifs. Il y en a beaucoup de réflexes primitifs. En 1995, quand je suis revenue d'Angleterre, j'étais la seule à pratiquer une méthode sur les réflexes primitifs en France. Aujourd'hui, il y a d'autres courants qui s'en sont emparés, mais on n'est pas de la même école. Et voilà. Et donc, ce que je peux dire, c'est que il y a beaucoup de réflexes primitifs, mais il ne faut pas s'encombrer de tous les réflexes primitifs. Il y en a des majeurs qui vont former, si vous voulez, l'axe du corps. Voilà, l'axe du corps, les directions du corps, et qui vont en fait donner aussi une direction et un fonctionnement directionnel au système visuel. Alors, le réflexe de Moreau, on va y aller. Hein. Alors, le réflexe de Moreau, est-ce que vous le connaissez ? Ah, voilà, j'ai vu des mains qui se levaient là. C'est génial. Alors non, on ne va pas aller, pas directement, on montre d'abord l'image. Hein. Non, c'est pas ça, c'est après. Alors, le réflexe de Moreau émerge vers 9 à 12 semaines de gestation, donc in utero. Alors, voilà. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Oui, vous avez raison, on va se brancher sur le cycle des réflexes primitifs quand même. D'abord, parce que je vais vous dire un petit mot sur le cycle des réflexes primitifs pour vous dire comment ils se développent. Parce que ça conditionne toute leur intégration après. Hein. En fait, c'est à gauche, là, on voit la même chose, oui. Ils ont un début de vie, hein, alors à certaines périodes in utero, hein, pour certaines fonctions, comme je vous ai dit, hein, et ils ont un plein développement, et en fait, c'est le plein développement qui va favoriser que l'autre émerge, en fait. Hein. C'est un peu linéaire, hein, mais en gros, c'est ça. C'est juste pour vous dire qu'il y a un ordre d'apparition, un ordre de traitement, un ordre, etc. Bon, il suffit de le connaître, et puis après, ça va. Ça aide. Alors, on va pouvoir se brancher sur le bébé. Hein. Le réflexe de Moreau, c'est le réflexe d'alarme du nouveau-né. Il est activé à chaque fois que le bébé il est activé par les stimuli forts, soudains, inattendus. C'est-à-dire, et c'est très important ces qualificatifs, c'est-à-dire à chaque fois que le bébé entend un bruit fort, hein, il a peur, donc il ouvre les bras, il prend une respiration, il se fige, son regard se fige, et hop, il crie pour alerter son entourage. En fait, après, l'enfant crie pour pouvoir être secouru. C'est le réflexe d'alarme. Alors, je suis assez rapide hein, sur la description du réflexe. Comment il est inhibé? Bon, si le bébé, il n'est pas rassuré, en fait, hein, quand il a cette réaction, voilà.
eh bien, il va prendre l'habitude, à chaque fois que c'est fort, soudain, inattendu, d'avoir cette réaction. En fait, ce sont les bras contenants d'une maman aimante qui arrivent à le rassurer. Et il est remplacé, parce que forcément, très présent à la naissance, le bébé, il crie dès qu'il est insécurisé, c'est un réflexe d'insécurité. Il est remplacé vers 5-6 mois après, pendant la première année de vie, par le réflexe de Strauss. C'est-à-dire que, en fait, le bébé, il arrive à apprendre que, oui, ok, il est surpris, il regarde, mais ça ne va pas déclencher une réaction émotionnelle comme ça déclenchait une réaction émotionnelle quand il était tout petit. Chez certains enfants, ce réflexe reste présent dans le système nerveux et il empêche en fait l'équilibre émotionnel de se construire chez cet enfant-là. Et pour des raisons, toutes sortes de raisons, du transgénérationnel. Il y a eu des événements qui ont été très très problématiques et qui sont transmis à l'enfant. Des traumas, des séparations, des peurs énormes de la maman, voilà, des événements aussi, un manque de mouvement éventuellement. Mais si vous voulez, moi je dis, on ne va pas les gratter. Quand on trouve, mais on ne va pas les gratter en fait. C'est-à-dire qu'en reprenant le mouvement de la naissance, on peut arriver à rééquilibrer émotionnellement un enfant en fait. Bon, et à permettre l'inhibition de ce réflexe-là. Alors, si le réflexe de Moreau reste présent au-delà de 5-6 mois, le bébé reste hypersensible. Je veux dire l'enfant et l'adulte par un ou plusieurs canaux sensoriels. Le réflexe de Moreau, c'est un état du système nerveux autonome sympathique. La partie sympathique, c'est la partie je m'active, je me défends, je me défends pour ma survie. Cet état déclenche une très grande insécurité. Il y a toujours une très grande insécurité. L'enfant est hyper réactif à tout ce qui peut représenter un danger réel ou imaginé. Chez ces enfants-là, vous verrez beaucoup d'anxiété d'anticipation. Ils ont peur de ce qui va se passer le lendemain. Ils n'arrivent pas à s'endormir. Les conséquences, ce sont les peurs, les colères, nervosité, anxiété, d'anticipation, comme je disais, et hypersensibilité, en général. L'enfant, il est très sensible, c'est une éponge. Les yeux de cet enfant-là, les yeux de l'enfant sont attirés, comme ceux d'un nouveau-né, par tout ce qui passe dans son champ visuel. L'activation du système nerveux sympathique, qui est le système de défense, de la partie système de défense par rapport au parasympathique qui est un état beaucoup plus calme, stimule la sécrétion d'adrénaline pour réagir au danger. L'enfant n'a pas de recul, évidemment, il y va, il se défend. L'adrénaline dilate la pupille. Il a une pauvre réponse pupillaire à la lumière, si vous voulez, parce que on a beau le mettre dans l'obscurité, la pupille ne va pas se rétracter. Parce que l'ouverture pupillaire est activée par la nervosité. Et la perception du champ périphérique se rétrécit. La maturité visuelle n'évolue pas comme elle le devrait. La fonction reste bloquée dans le schéma du réflexe. Alors, ce sont des enfants qui sont sur une vision très centrale et qui vont être capables de repérer des trucs très précis, en fait, même avec une dilatation pupillaire, dans leur champ visuel, Ils vont voir... moi, j'en ai un jour qui m'a dit « Oh, t'as un petit fil blanc, c'était à côté de sa copie, il était là-dessus. La concentration est extrêmement difficile pour un enfant parce qu'à la base, il y a un état de stress et d'insécurité. Et vous savez bien que quand on a du stress, moi j'entendais les témoignages là, tout à l'heure, me disaient, mais plusieurs moments, je disais, oh là là, la fonction visuelle a baissé, mais c'est un état de stress qui a provoqué ça. Voyez ? Alors, dans un contexte scolaire, c'est d'abord la surcharge sensorielle qui guette l'enfant. Les enfants, parce qu'ils n'ont pas de filtre, si vous voulez, il y a tout qui rentre à l'intérieur. Alors, même en se contenant toute une journée,
Ils vont accumuler au centre du cerveau, dans le thalamus, énormément d'informations. Et j'ai des enfants qui, dans mon bureau, me disaient « Mais j'ai la tête grosse comme une citrouille, c'est Chicago dans ma tête. » Ils savent très bien, les enfants, mais ils ne savent pas pourquoi. Hein, c'est ça le problème. L'impossibilité à se concentrer, besoin de bouger énormément, agitation, que des fois on peut prendre pour de l'hyperactivité, mais qui n'est pas de l'hyperactivité. L'enfant ne peut plus rien absorber. Et donc, pour traiter ce malaise, il a besoin de bouger, quoi. Il faut qu'il y ait du mouvement pour pouvoir intégrer tout ce qui est rentré dans sa tête et tout ce qui ne peut pas déboucher, quoi. Finalement, le cortex sensorimoteur n'arrive pas à trier, à transmettre pour interpréter et pour y répondre adéquatement. Il y a toutes les fonctions, finalement, cognitives qui sont en question, vous voyez. Alors, ça, on en voit beaucoup d'enfants, énormément d'enfants hein, qui sont comme ça, hein, presque, je dirais, la majorité, puisque les problèmes de concentration sont les problèmes les plus courants rencontrés par les enseignants en France hein, et dans les classes. L'enfant est hyper réactif aux stimuli visuels aussi, parce qu'il est en hypervigilance, dérangé par un rien. Bon, le fait d'être hyper vigilant à tout ce qui est dans son champ visuel le protège, c'est toujours un réflexe de protection, de défense. Hein. Il n'a pas de vision périphérique, et sans vision périphérique, il n'a pas de stabilité visuelle. Ça part dans tous les sens. Il est dérangé en permanence par tout ce qui se passe autour de lui. Forcément, on revient sur la concentration. Et quand un enfant n'arrive pas à se concentrer, qu'est-ce qu'il fait? Il s'agite, et voilà, ça le guette à tout instant. Il a besoin de bouger. Voilà. Il est photosensible aussi, il est peut-être sensible à la lumière bleue, ça c'est très important, des tubes fluorescents et à différentes fréquences sous tubes fluorescents. Les caractères noirs pulsent sur la feuille blanche qui brille. On peut mettre un peu... Et ça fait des rivières de mots, en fait, voilà. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi ça m'est arrivé un jour. Je dis, bah oui, c'est ça qu'ils voient les enfants. En fait, les néons font pulser le blanc, en fait, hein, le blanc, et alors les caractères noirs, ils se brouillent, en fait. Et l'enfant, il est incapable de travailler sous les néons. Ça peut être voilà, une conséquence de la rémanence de ce réflexe qui est un réflexe de naissance, voilà, de non-maturité du système visuel. Maintenant, on va aller vers, je surveille l'air en même temps, vers le réflexe tonique du labyrinthe avant et arrière. On va pouvoir mettre le bébé là. Hein. Voilà. Les enfants qui ont des réflexes de Moreau, il faut les prendre avec précaution parce qu'il y a beaucoup d'hypersensibilité derrière et les sécuriser au maximum. Ça, c'est clair. Alors, maintenant, je vous présente un autre réflexe très, très important qui est très, très proche du réflexe de Moreau, en fait. C'est le réflexe tonique du labyrinthe. Le labyrinthe, vous savez ce que c'est? C'est la partie de l'oreille interne profonde où sont logés dans la cavité osseuse les mécanismes de l'équilibre, en fait. Hein. Vous avez la partie auditive et plus profond encore, il y a les mécanismes de l'équilibre qui sont enchâssés en fait dans l'os, hein, qui a la forme qui a des petites cavités, qui a des petits tuyaux qui ressemblent à un labyrinthe, en fait. Le réflexe tonique du labyrinthe, il est aussi très présent à la naissance. Et c'est la position fœtale, en fait. Alors, le réflexe tonique du labyrinthe en avant, c'est la position fœtale. C'est-à-dire que la position de la tête vers l'avant induit une réponse de flexion de tous les flexeurs du corps devant. Vous voyez le petit bébé. Alors là, on en voit un qui n'est pas naissant, hein, mais je pense qu'il soulève aussi un peu la tête. Il active tous ses flexeurs, en fait, hein, et il a un reste de position fœtale. Hein, voilà.
Le réflexe tonique du labyrinthe en arrière commence à se développer au moment de la naissance, quand la tête s'engage dans le passage. Ce réflexe continue à se transformer jusque vers l'âge de 3 ans. C'est le seul des réflexes primitifs qui aille jusqu'à l'âge de 3 ans pour disparaître. Au moment où l'enfant acquiert vraiment de l'équilibre, il a disparu. Le réflexe arrière se manifeste par une grande raideur des muscles extenseurs du dos et la tête est portée vers l'arrière. Et la tête portée vers l'arrière, excusez-moi, faut que je me lève. La tête portée vers l'arrière, ça donne une raideur de tous les muscles extenseurs du corps. Est-ce que vous avez vu, moi, quand j'habitais Paris, mon voisin, il avait ça. Il partait le matin prendre le métro, il marchait avec son réflexe tonique du labyrinthe à l'arrière. Il était raide de chez raide. Voilà, il se dépêchait comme ça. Il était en survie, il était en retard, il fallait qu'il se dépêche. Est-ce que vous avez essayé des fois de mettre un petit bébé dans une poussette et qu'il ne veut pas, et qu'il est tout raide? Donc là, ils activent ce qu'ils ont à leur disposition, si vous voulez, des réponses rudimentaires, toniques, raides, si vous voulez. Ils activent ce qu'ils ont à leur disposition. Donc on voit, moi je voyais ma fille comme ça, elle ne voulait pas, impossible de la faire plier. Bon. On peut dire, pour résumer, que la tête portée vers l'avant induit un affaissement des muscles flexeurs du corps et que la tête portée vers l'arrière induit une raideur des muscles des muscles premiers flexeurs et là extenseurs du corps. Et en fait, c'est l'équilibre entre les deux qui fait l'équilibre du corps, en fait, si vous voulez. C'est la douceur entre l'avant et l'arrière, en fait, qui arrive à faire prendre conscience, en fait, de l'équilibre du corps, qui arrive à faire acquérir, si je peux dire, un bon équilibre. Alors, l'intégration du réflexe commence par le redressement de la tête. Vous pouvez mettre, Philippe, le suivant? Voilà. Non. Ah oui, là, on le voit à l'arrière. Regardez, le petit. Et sur le ventre, il est tout raide. Parce qu'en fait, c'est le début de l'inhibition. Il faut qu'il soit sur le ventre pour pouvoir se raidir à l'arrière. Là. Et là, ils vont le faire. Là, on le voit là. Voilà. On va revenir après sur l'oreille interne. Allez-y. Voilà. Alors après, encore, je pense que j'ai... Oh mince alors. Non, c'est à côté des vidéos, ça n'a pas été mis, non, c'est pas une vidéo, c'est une photo. Oui, à côté des vidéos. Oui, voilà, je continue parce que l'heure nous guette, attendez. Voilà, l'intégration du réflexe commence par le redressement de la tête quand le bébé se tient sur le ventre. Ce qui permet à ses yeux, vous voyez la position fétale, induit forcément une convergence. L'enfant, il est replié sur lui. Non, c'est pas ça, c'est pas celui-là. Non, le premier, il y avait une photo. Enfin, allez-y, là, peut-être encore. Ah, peut-être que non. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas. J'avais un beau bébé qui se redressait. On va peut-être le retrouver plus loin. Bon, avec quelque chose, on met dessous. C'est très important le ventre, parce que ça va permettre aux yeux, si vous voulez, de sortir petit à petit. L'activation du réflexe tonique du labyrinthe à l'arrière permet aux yeux de sortir petit à petit de la convergence, en fait. Ça pousse les yeux un petit peu vers l'extérieur. Donc, ce qui permet, j'ai dit, s'il y a sur le ventre, ce qui permet à ses yeux de regarder plus loin par intérêt et curiosité de son environnement. Vous savez que les yeux, et ça c'est très important, et ça vraiment, les yeux sont en relation avec l'oreille interne profonde, et c'est ce qu'on oublie souvent. Les centres de l'équilibre, avec le système vestibulaire. Le système vestibulaire se partage en 2 parties, en fait. Il y a l'oreille interne profonde et les noyaux vestibulaires qui sont à la base du cerveau. Et qui sont en relation avec les muscles des yeux. Il y a un carrefour là, en bas, à la base occipitale. Cette relation harmonieuse entre les yeux et l'équilibre, on va dire, et l'équilibre, dépend de l'intégration du réflexe tonique du labyrinthe, en fait. Oui, ce qui permet au mouvement des yeux, en fait, d'être en relation avec les mouvements de la tête et du corps. Et ce qui amène progressivement, quand les réflexes primitifs disparaissent, les réflexes de survie, les réflexes posturaux.
Est-ce que c'est clair c'est moyennement clair. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a bien des... attendez, on va y arriver. Le fonctionnement visuel est en relation constante avec l'équilibre du corps. Et ça, si vous examinez les yeux d'un enfant, vous allez tout de suite voir si les yeux sont pris avec l'équilibre et s'ils bougent comme l'équilibre, ce qui n'est pas normal quelque part, parce que dès que l'enfant bouge, son système visuel va se déplacer, ses yeux vont se déplacer. Le fonctionnement donc, visuel est en relation avec l'équilibre du corps, et c'est parce que cela a été oublié, voilà, j'y arrive, que des rééducations du système visuel soit ne fonctionnent pas du tout, parce qu'il y a des enfants qui disent j'ai fait de l'orthopsie pendant je ne sais pas combien de temps, et c'est toujours pareil, parce qu'il y a quelque chose qui gêne, en fait, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose qui gêne, il n'y a pas de relation entre le système visuel et l'équilibre, et l'oreille interne profonde. Et soit ça ne fonctionne pas, ou soit c'est incomplet, parce que ça ne fournit pas à l'enfant la possibilité d'utiliser ses yeux sans effort, parce que quand le système nerveux est mature, voilà, on peut utiliser ses yeux en relation avec les mouvements de sa tête, en fait. Hein. Et il n'y a pas de saut, quoi, il n'y a pas de grosse saccade, il n'y a pas de... je veux dire, on va voir, il n'y a pas de choses qui gênent, en fait. Hein. Si le réflexe tonique du labyrinthe ne s'est pas développé complètement, la maturité du système nerveux ne peut pas avoir lieu parce que l'équilibre, enfin le système vestibulaire dérange en permanence les yeux dans leur fonctionnement et dans leur relation avec les corps et les autres systèmes sensoriels. C'est peut-être un peu compliqué ce que je vous dis. Non, ça va hein. C'est-à-dire qu'ils vont sans cesse être dérangés, quoi. Le fonctionnement visuel ne va pas être posé, quoi, pas être ancré, pas être en relation avec la gravité. Parce que qu'est-ce qui nous met vraiment en relation avec la gravité? Ce qui nous ancre, c'est le bon fonctionnement du système de l'équilibre, du système vestibulaire. Et le système vestibulaire est le premier système à se développer in utero, c'est-à-dire qu'il est le premier système à mature in utero en relation avec le cerveau. Ces fibres sont myélinisées, ce ne sont pas les autres systèmes fonctionnent. Système vestibulaire. L'enfant se retourne pour naître, donc il a déjà une conscience du haut et du bas. Et en fait, la persistance de ce réflexe ne permet pas d'acquérir l'acuité visuelle, la stabilité, le suivi, la convergence, la divergence et la vision binoculaire. En fait, si le réflexe tonique du labyrinthe arrière ne se développe pas, l'enfant il a de la peine à sortir de la convergence de la position fétale. Ce sont des enfants, des fois, qui ont un fort strabisme, qui souvent sont un petit peu renfermés, un petit peu affaissés. Si le réflexe tonique du labyrinthe arrière ne se développe pas bien, l'équilibre corporel n'est pas sécurisé, l'enfant n'a pas de point de référence stable, les yeux restent pris avec les mouvements de la tête et il est difficile pour cet enfant de suivre, par exemple, une ligne de lecture sans que tout son corps ne bouge. C'est-à-dire que vous allez mettre quelque chose à un enfant, un crayon lumineux, voilà, et il va faire ça, comme ça, voilà. Les yeux, voilà, et puis... Voilà, ses yeux vont suivre complètement les mouvements de son corps. Il n'a pas différencié en fait les mouvements des yeux et les mouvements du corps. Et si vous lui donnez l'instruction, non, tu gardes ta tête au milieu et puis tu vas suivre mon crayon. Et là, on se rend compte qu'il garde sa tête, il fait très attention, il contrôle énormément forcément, hein, et il va suivre. Et ses yeux ne peuvent pas suivre, il est en grosse saccade. Ils vont précéder ou ils vont... Voilà, il va être en grosse saccade. C'est un examen tout simple à faire à un enfant. Mais là, on se dit, mais attends, il ne peut pas se servir de ses yeux sans que tout son corps ne bouge. Et alors, s'il est agité, imaginez, il ne peut pas avoir de stabilité visuelle. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qui fait l'enfant quand il n'a pas de stabilité visuelle? Il suit la ligne de sa lecture avec le doigt. Parce que des fois, les yeux sont comme l'équilibre, ça bouge. Hein. Et ça bouge parce que l'équilibre est incertain, il y a un réflexe tonique du labyrinthe, et les yeux bougent. Et ça, combien d'enfants j'ai vu me dire « Oh, c'est vrai que quand je fais de la musique, c'est vrai que des fois, je vois les lettres qui bougent. » Mais l'enfant, il croit que c'est normal, parce qu'il n'a rien connu d'autre, voyez.
Et que fait un enfant pour lire quand il n'a pas de stabilité visuelle? Il se rend bien compte qu'il va sauter un mot, ou qu'il va aller plus loin. Voilà. Il suit la ligne de sa lecture avec le doigt, ou bien utilise une règle. Et des fois, quand il n'est pas sûr de ne pas sauter une ligne, il fait ça. Ça et ça, comme ça. C'est-à-dire qu'il marque le début et la fin des lignes pour pouvoir se débrouiller. Pour tous ces enfants, je peux vous dire que reprendre des étapes de maturité du fonctionnement visuel avec les réflexes primitifs permet de réancrer les yeux et de retrouver une cohérence entre les mouvements des yeux et ceux de la tête et du corps. Ça, c'est clair. Alors, on file vers le réflexe tonique asymétrique. Alors là, voilà, ça c'est un enfant qui avait un réflexe tonique du labyrinthe très très fort, Chocolat, là, qui a écrit ça. Voilà. Alors, excusez-moi, on revient sur le... Et là, excusez-moi, je ne vous ai pas montré, mais on voit le réflexe tonique. On voit, dans la première image, on voit l'oreille interne, plus loin que l'oreille auditive, avec toutes ces circonvolutions, le labyrinthe. Et puis, dessous, là, on voit que, en fait, c'est déporté un petit peu. Excusez-moi. C'est déporté un peu. Là, on voit ici, là, système vestibulaire. Oh là là, mon Dieu, j'ai de la peine à regarder, moi. Attendez, je vais regarder là-dessus. Voilà. Donc, en fait, on voit que les muscles que les yeux vont au noyau vestibulaire, en fait, vont au noyau vestibulaire. Et que c'est marqué que, en fait, voilà, système vestibulaire, noyau vestibulaire, et que tout est en relation au niveau du cou, et que les muscles du cou sont importants aussi. C'est pour ça que le fait d'avoir une tête bien positionnée en haut du corps, c'est la marque des réflexes posturaux, mais c'est aussi la marque d'un bon fonctionnement sensoriel et moteur, en fait. Alors, maintenant, on va voir le réflexe tonique asymétrique du cou. Ça, il est très important aussi. C'est le premier mouvement. Ah oui, ça va, je vous remercie. C'est le premier mouvement que la maman ressent vers 3 mois de grossesse. Et le réflexe commence à se développer très tôt in utero et il est pleinement présent à la naissance. Alors, il se présente ainsi. Vous pouvez, Philippe, s'il vous plaît? Il se présente ainsi, voilà. Lorsque le bébé tourne sa tête d'un côté, son bras et tout le côté du corps se raidit. Vous avez vu des bébés comme ça, voilà. Donc là, on voit le tout petit, qui aussi, en fait, a une réaction du bras parce qu'il a la tête tournée vers la droite. Et quand on essaie d'attraper le système visuel d'un enfant qui a ça, hop, on arrive au milieu, et puis hop, il replie le bras tendu. Et de l'autre côté, ça se met ça s'allonge, ça se raidit. La fonction majeure de ce réflexe est d'apprendre au bébé à accommoder la vision de l'œil vers laquelle la tête est tournée à longueur de bras. À ce stade, bien évidemment, les deux yeux ne travaillent pas ensemble. Ce réflexe devrait être intégré vers 5-6 mois. Son intégration corporelle permet à l'enfant de prendre en fait un objet au milieu et de regarder avec ses yeux, d'être au centre, de fonctionner au centre, pas d'un côté ou de l'autre. Et permet à l'enfant aussi, au niveau corporel, de se retourner d'un côté ou de l'autre, et ensuite de ramper. Et de commencer à coordonner les mouvements d'un côté à l'autre du corps, et de coordonner forcément les mouvements de ses yeux. C'est OK ? Bon, merci. Je me dépêche, là. Quand il reste, l'enfant fonctionne côté par côté. Est-ce que vous avez vu ces enfants qui fonctionnent que côté par côté? Il y a un côté raide et un autre côté qui ne semble pas exister et qui fait tout. Le centre de son équilibre est porté d'un côté ou de l'autre et cela va dépendre de la position de sa tête. On voit combien le positionnement de la tête est important. Tous les réflexes primitifs toniques commencent au niveau du cou.
Pour vous donner une idée, moi j'avais un petit voisin qui avait ça très 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 fort. Et un jour, il faisait du vélo dans le lotissement. Et un jour, je l'appelle quand il faisait du vélo, quoi. Il a tourné sa tête, tout est venu avec, il est rentré dans la poubelle. Mais oui, mais ça arrive à certains adultes. Attendez, il y a des adultes qui me disent qu'ils ne peuvent pas vraiment tourner la tête pour regarder ceci, cela, parce qu'ils sentent l'effet que ça a sur leur corps, hein, et même pour conduire. Hein. Il y a des jeunes qui ne peuvent pas passer leur permis de conduire à cause de ça, hein, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise du corps par rapport au mouvement de leur tête, hein, en fait, hein, quand ils conduisent. Alors, quand ça se passe, ça, c'est que... Alors, si vous êtes adulte et puis que vous avez encore ce réflexe-là, hein, et bien souvent, on voit des adultes qui marchent d'une manière homolatérale. Hein. Ils n'ont pas de coordination. Et tous ces enfants-là, ils ont été des enfants, enfin, tous les enfants n'ont pas rampé. Parce qu'il faut une intégration du réflexe tonique asymétrique du cou pour ramper. Et on sait que ramper et marcher à quatre pattes, c'est fondamental dans l'installation des systèmes sensoriels. Hein, et dans l'installation de la coordination sensorielle et motrice. Très important. Ça, quand on dit « Oh, il n'a pas rampé », oh là là, je dis « Oh, c'est important. » On va les voir. Bon. Alors, au niveau scolaire, au niveau des yeux, les muscles, souvent, quand ça arrive, les muscles de l'œil du côté tendu restent pris avec les chaînes musculaires de tout le côté du corps. Et l'œil a tendance à l'exophorie. Vous savez ce que c'est l'exophorie? C'est l'œil qui part un petit peu. Hein? Alors souvent, ça ne se voit pas. Hein? En tout cas, les deux yeux ne travaillent pas ensemble. Le côté tendu, parce qu'il y a un côté tendu, en fait avec les extenseurs, et il y a un côté plié avec les flexeurs. Hein, voilà. Et le côté tendu, en fait, les deux yeux travaillent d'un bloc, en fait, si je peux dire. L'autre jour, j'avais un petit garçon. Hein, on voit ça quand on teste la convergence. Moi, c'est des tests très simples que je fais faire, mais on voit tout par rapport au corps. Hein. Le jour, j'avais un petit garçon, voilà, donc il était myope, il avait les yeux qui rentraient un petit peu, un comportement de retrait, donc là, je pouvais déjà aligner tous les réflexes, parce qu'il n'y en a pas qu'un, hein, en général, ils sont plusieurs. Hein. Et puis, je lui ai dit, ben, écoute, j'approche et puis tu me dis quand t'en vois deux, voilà. Et tout d'un coup, quand je suis arrivée là, tout à coup, eh ben, j'ai vu qu'il ne regardait plus qu'avec l'œil droit, c'était son côté le plus tendu, et que l'œil gauche, il avait disparu. Il était parti sur le côté. Donc c'est un enfant qui a le côté gauche, l'œil gauche, qui ne veut pas se mettre au centre et qui ne veut pas travailler avec l'autre dans le suivi latéral, en fait. Hein? Alors on voit quand on teste la convergence, tout à coup, sur le chemin de la convergence, l'œil diverge. Bon. Et dans le suivi latéral, souvent, l'œil, les deux yeux, il y a un œil qui ne passe pas le milieu, quoi, qui ne veut pas passer le milieu, des fois. Hein, donc, ça fait un trou au milieu. Hein. Donc, pas d'accommodation, grosse saccade, pas de coordination et lecture difficile. Hein. L'enfant a aussi des difficultés pour écrire à cause du raidissement du bras et pas de coordination entre les yeux et la main. On va pouvoir mettre la suite, Philippe ? Voilà. Et là, ah oui, ça c'était la petite fille qui se relève, regardez comme elle est belle sur le ventre et comme ses yeux sont intéressés. Hein. Voilà, elle est magnifique. Hein. Voilà. Voilà, elle est belle. Hein. Et cet enfant-là, aujourd'hui, elle fonctionne bien. Comme au niveau visuel, je la suis de près parce que c'est ma petite fille. Je les suis, mais les parents, ils n'écoutent pas toujours. Hein. Alors là, à droite, vous voyez, ah non, oui, c'est ça, voilà. Non, vous regardez pas l'enfant là à droite, le bébé. Non, ah non, on voit pas, on voit que ça. Alors là, on voit un enfant. Ça, c'est un assez grand. Voilà, donc il se porte comme ça. Donc il s'affaisse en haut. Hein, vous voyez. Ça lui est égal de fermer son œil. Vous voyez, donc il fonctionne sensoriellement avec un côté. Hein.
Et puis là, vous voyez combien son bras se raidit et sa main se raidit pour écrire. Hein. Et en fait, il est sur un seul côté et en plus, il a tout son côté qui se raidit. Donc c'est énormément de tension de maîtriser ça. Hein, voilà. Et là, j'ai mis voilà, des difficultés d'écriture d'enfants qui ont de très très forts réflexes primitifs. Hein. Le grincement Jérémie, là, un enfant, il est arrivé chez moi, il avait l'air impeccable. Il avait de la coordination, il faisait du ski, mais c'est parce que ça n'empêche pas les réflexes primitifs que tout continue à bien fonctionner et que vous pouvez tout cacher. Mais le problème, c'est que pour certaines tâches, leur présence demande une fatigue extrême parce que c'est un contrôle extrême. Contrôle des mouvements des yeux, c'est une fatigue extrême. Et pour un enfant scolarisé, c'est une fatigue extrême. Et ce qu'il peut faire, l'enfant, c'est à un moment tout envoyer balader, être dans un état de nervosité pas croyable. Et là, il met en mouvement son moreau qui est à sa disposition. Et là, ça fait des histoires terribles. Vous voyez, l'enfant, il joue avec ses réflexes les uns avec les autres, que ce soit au niveau moteur ou comportemental. Et là, vous voyez, en bas, hein, un enfant, il est allé bien jusqu'au milieu, parce que son bras ne se raidissait pas. Et voilà, puis tout à coup, là, on passe le milieu, et hop, il se raidit, et on est obligé de monter comme ça l'écriture. Ça va ensemble. Et il n'y a pas de coordination entre les yeux et la main. Et les yeux ne fonctionnent pas ensemble. Alors, le problème, quand le réflexe reste, la latéralité ne peut souvent pas se mettre en place. Ce sont des enfants qui ont des latéralités invraisemblables. L'enfant a par exemple à droite un œil dominant droit, et parce qu'il ne peut pas passer le milieu à gauche, c'est l'œil gauche qui prend le relais quand on a passé le milieu. Donc il change en permanence, donc son point de référence, il n'est jamais le même. Alors, ce sont des enfants qui arrivent, en fait, des fois à écrire sans regarder ce qu'ils écrivent, quoi. Parce qu'il ne faut pas perdre, quoi. Vous voyez, et puis, ils écrivent. Vous avez peut-être vu des enfants écrire sans regarder ce qu'ils écrivent, parce qu'ils restent fixés sur la copie. Voilà. On arrive maintenant au réflexe tonique symétrique du cou. Vous pouvez y aller. C'est le dernier, parce que, voilà. Mais je vais vous résumer ça très simplement. Je vais vous résumer ça très très simplement par rapport aux axes du corps, juste à la fin. Est-ce que vous pouvez, Philippe, mettre les bébés ? Il se développe. Alors celui-là, c'est le seul qui ne se développe pas in utero, c'est juste avant le 4 pattes. Un enfant ne marche pas à 4 pattes du jour au lendemain. Il faut qu'il se calibre sur ses bras et ses jambes. Et ce mouvement-là, il précède le 4 pattes. Et quand il est bien calibré, hop, il part. Alors, ce réflexe-là, il aide en fait le bébé à se calibrer et aussi à décoller du ventre par rapport à la gravité, hein, aussi. Ça veut dire que l'enfant, quand il regarde en haut, il y a le bas de son corps qui se plie. Et quand il regarde en bas, il y a les jambes qui se raidissent derrière. Il n'y a pas de coordination entre le haut et le bas du corps. Hein. Donc, je voudrais bien qu'on revienne au début, au premier. On va revoir les postures parce que vous allez les voir là. Vous allez les voir, les réflexes que je vous ai dit. Hein. On va revenir au début et vous allez voir. Attendez, non, voilà. Regardez. Alors, celui-là. Alors, c'est celui de gauche qu'on voit. Hein. Bon. Là. Alors, celui de gauche. Donc là, il est dans le réflexe tonique symétrique du cou, vers l'avant, c'est-à-dire qu'il n'a aucune tenue en haut, donc il est avachi, il regarde d'un œil, et comme ses jambes se raidissent et que ce n'est pas possible, il les a accrochées à sa chaise. Bon. À droite, alors on y va. Non, l'autre, c'était pas ça. Ouais, celui-là. Celui-là, il ne cache pas, quoi, hein, si vous voulez. Il s'est positionné de telle manière qu'il peut mettre ses jambes raides. Oui, celui-là. C'est ça. Non, parce que je ne vois pas ce qui est là. C'est ça qui est projeté. Oui, c'est ça. Voilà. Bon. Donc là, vous voyez, réflexe tonique du labyrinthe en avant. Non. Excusez-moi. Je suis en train de me brouiller. Réflexe tonique symétrique du cou en avant. Voilà. C'est avant le 4 pattes. Avant le 4 pattes. Bon. Alors, vous mettez le suivant. Là, ce qui ressort, c'est la symétrie, comme on a vu, le réflexe tonique asymétrique du cou. Vous mettez l'autre. Voilà.
Et là, il a encore un réflexe tonique symétrique du cou en avant, c'est-à-dire que quand il baisse le haut, ses jambes se raidissent et il s'est débrouillé pour les caler. Et à droite, par contre, il a le réflexe dans l'autre sens. C'est-à-dire que, en fait, il se tient bien droit, on a l'impression qu'il est bien droit, mais il est obligé de plier ses jambes. Et vous avez plein d'enfants qui plient leurs jambes et qui sont obligés même de manger avec les pieds sous leurs fesses. Hein, voilà. Je vais vous montrer Alors, on va résumer. Oui, c'est ça. On va résumer parce que je vous ai farci avec des noms et des machins. C'est-à-dire que sur ces réflexes-là, ce sont les axes du corps et la perception de l'espace qui ne se forment pas. Réflexe de Moreau, la tête en arrière, l'espace arrière produit une très grande insécurité. Vous voyez, l'enfant, il réagit en mettant sa tête en arrière. Mais il y a une très grande insécurité dont l'espace arrière n'est pas habité. Okay, le réflexe tonique du labyrinthe avant-arrière, c'est l'espace avant, l'espace arrière, mais sans peur, qui n'est pas habité. Donc il y a un problème d'équilibre. Le réflexe tonique asymétrique du cou, c'est la droite ou la gauche qui n'est pas habitée. Il y a un problème d'équilibre d'oreille interne, vous voyez. Le hamac pour ces enfants-là est extraordinaire parce que ça leur permet, et il y a toutes les intégrations, il y a tous les passages interhémisphériques qui se font en fait aussi avec ce réflexe dont je n'ai pas parlé. Hein. Donc le traitement de l'information au niveau scolaire n'est pas le même chez un enfant qui a un fort réflexe tonique asymétrique du cou parce qu'il a de la peine à aller vers la logique. Il reste dans un cerveau beaucoup plus global. Voilà, il a de la peine à passer d'un côté à l'autre, si vous voulez, au niveau cognitif. Hein. Voilà. Et le réflexe tonique symétrique du cou, c'est la coordination entre le haut et le bas du corps qui ne se fait pas. On a toutes les grosses coordinations du corps contenues dans ces réflexes. Bon. Bon. Je me suis dépêchée, c'était fort. Montrez les dessins. alors, voilà, allez-y. Vous pouvez montrer la suite ? Il y a des dessins. Alors, j'ai fait, à la fin d'une évaluation, parce qu'on les teste, hein, ces réflexes-là, on les teste, hein, c'est simple. C'est hyper simple, on les teste. Chez un adulte, pareil. Sauf que l'adulte, il va essayer de cacher. Hein, mais bon, ça, à gauche, voilà. Alors, on voit un test. J'ai demandé à un enfant. Moi, je m'occupe que les enfants à partir de 7 ans. On peut dire que l'équilibre évolue jusqu'à 6-7 ans. Hein. Mais à 6-7 ans, quand il y a des problèmes de réflexes primitifs, il faut vraiment aller vers une intégration parce que le cerveau, il ne va plus évoluer dans le sens de l'intégration. Mais avant, l'équilibre bouge. Donc, les tests que je propose, je pourrais utiliser les mouvements chez des petits-enfants que je propose, parce que ce ne sont que des mouvements de bercement, en fait. Mais c'est vers 7 ans que les dessins ont été faits par des enfants de 7 ans. Alors, on en voit un là qui est hyper dyslexique, il a mis à l'envers. Attendez, il a mis à l'envers. Bon. Alors, vous ne les voyez pas ? Oh mince. Mais je vais les. Ben non, je ne peux même pas les déposer ici. Vous pourrez venir les voir sur ordinateur si vous voulez. Parce qu'au début du traitement, je fais faire ces dessins-là et on voit tous les problèmes des réflexes sur une feuille de dessin. En fait. Comment ? Bon, en haut, c'est à gauche, non ? À droite, donc on voit qu'il fait les dessins à l'envers, il a vu à l'envers. Et en plus, il a des déformations, en fait, dans les dessins qu'il fait. Ce sont des losanges. Hein. Il a des déformations, c'est-à-dire que son système visuel n'a pas été capable de suivre le trait, en fait. Hein. Voilà, on ne voit pas trop. Donc là, il y a un gros problème de suivi visuel. Après, on voit plus tard, on voit un autre dessin où là, il n'a plus de problème de suivi visuel. Hein. C'est-à-dire que ces formes sont vraiment les formes qu'il doit reproduire. Mais il se sert de la ligne d'en haut pour faire la première ligne et il se sert de la ligne du bas pour faire la deuxième ligne parce qu'il a besoin d'un repère au niveau de son équilibre et de ses yeux. Et puis là, à la fin du traitement, on voit, il a récupéré. Il a récupéré. Hein. Il a récupéré. Voilà, les figures sont impeccables. On voit que la motricité fine, il ne déborde pas.
L'Union Jack, le drapeau, là, il passe au milieu. Et ça, un enfant qui n'a pas de point de fixation centrale, là, avec les deux yeux, il va le rater. Et il y en a des malins qui se mettent à faire un grand point comme ça et qui partent en araignée dans tous les sens. Mais forcément, on cache ses soucis comme on peut, même un enfant. Hein. Mais c'est pas très adroit, là. Bon, puis les autres, eh ben, c'est pareil. Hein. Ce sont des choses... on ne voit pas bien, là. C'est mieux, là. Mieux. Là, on voit que le point de fixation, là, à droite, là, il n'est pas clair. Là, il paraît clair, mais en fait, en réalité, il n'est pas clair. Voilà, donc ça, c'est une évolution. Là, on a vu qu'il réduisait vraiment son champ visuel à la partie gauche de la feuille. Et là, on a vu qu'il investit... Là, on voit qu'il investit toute la feuille. Et puis après, l'autre, c'est... Attendez, moi, je ne le vois pas bien, là, non plus, ça. Oh là là, mon Dieu. Là, il y a des enfants qui font dans n'importe quel ordre, de grandeurs différentes. Je ne vois pas bien, là. Attendez, si, je vais me reculer. Voilà, voilà. Voilà, ça évolue dans le champ visuel, ça évolue aussi au niveau de l'adresse, ça évolue... voilà, on peut voir un peu comment le système visuel se rééquilibre, en fait. Voilà. Alors, bon, je peux dire encore une ou deux phrases? Oui? Oui? Il est temps. Bon. En fait, si on veut agir sur les mouvements... Attendez, je vais quand même finir parce que vous devez avoir pas mal de questions sur le traitement. Si on veut agir sur les mouvements des réflexes primitifs, il faut en priorité agir avec des mouvements qui agissent sur le système vestibulaire. On commence par le système sensoriel. Réflexe primitif, si on essaie de déraidir un bras parce qu'il se raidit à chaque fois que la tête tourne, vous allez dans le mur, hein, ça recommencera dans 15 jours, 3 semaines. Hein. En fait, il y a un problème d'oreille interne, en fait, tout simplement, de système vestibulaire. Et on peut agir par des bercements ou des rotations sur ce système. L'intégration de chacun de ces 4 réflexes primitifs majeurs donne à l'enfant la perception d'une partie de l'espace reliée à son axe corporel qu'il n'a pas acquis vu la persistance des réflexes. Les mouvements d'intégration sont des mouvements très simples, hein, des bercements que je donne aux parents à faire. Mais ils sont très simples mais très précis, très peu et lents. Les petits-enfants, dans leurs mouvements, ils vont très très vite. Hein. Mais là, à partir de 7 ans, il faut aller très lentement pour que le système prenne l'information. Hein. Il y a un ordre de déroulement. Hein. Il faut commencer par le premier dont l'intégration a été perturbée. Et chez un enfant hypersensible, c'est pas facile d'ouvrir la porte en fait, à cette intégration parce qu'il ne faut pas le choquer, il ne faut pas réactiver sa survie, il ne faut pas réactiver son insécurité. Parce que ce sont quand même des réflexes de survie. Et si vous... Oui, ça y est. Alors, donc, nous irons dans l'atelier plus profondément dans l'expérience de chacun de ces 4 réflexes. Découverte physique du réflexe, test de mise en évidence et mouvement d'intégration. Merci à vous. Merci.